Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny, et on enregistre cet épisode depuis Londres, où nous sommes, comme vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux. On a vu des spectacles et surtout on a vu Rachel Bloom. Oui. Voilà, on a pu lui parler, donc on est évidemment très très contente. Mais aujourd'hui, on va vous parler, dans l'épisode d'aujourd'hui, du prochain film que nous allons programmer dans notre All That Jazz Cinema Club. Donc, prochaine séance qui aura lieu jeudi. Donc, jeudi 18 mai, jeudi de l'Ascension. Tout à fait. Donc, à 20h, au cinéma L'Archipel. Et à l'occasion de ce Cinéma Club, nous allons vous montrer et vous parler de Meet Me in St. Louis, en français Le Chant du Missouri, un film de Vincente Minnelli de 1944. Alors, il s'agit d'un film emblématique de l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne, et notamment de la Freed Unit, donc qui est l'unité de production au sein de la MGM, qui était dévolue au producteur Arthur Freed, et qui a produit les grandes comédies musicales qu'on adore tous. Outre ça, c'est aussi un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or hollywoodien qui a réalisé ce film, Vincente Minnelli, comme tu l'as dit, et une des plus grandes stars, la plus grande star, évidemment, comme vous le savez, on est de très grandes fans, de Judy Garland. Donc vraiment un film qui réunit des ingrédients absolument délicieux. Alors, quelques mots sur les origines de ce projet. Meet Me in St. Louis, c'est l'adaptation des courtes nouvelles de Sally Benson, des nouvelles intitulées 5135 Kensington, donc de l'adresse où vit l'héroïne de l'histoire, et c'est des nouvelles qui ont été publiées en feuilleton dans le New Yorker entre juin 41 et mai 42. C'est une des premières comédies musicales, modèle qui va beaucoup se développer dans les années 40, qui n'est pas une adaptation de Broadway, mais donc un scénario original, même si, encore une fois, tiré d'une œuvre littéraire. Qu'est-ce que ça raconte, Meet Me in St. Louis ? C'est une chronique familiale qui se passe au début du XXe siècle, comme son nom l'indique, à St. Louis, au moment de l'exposition universelle de 1904. Le scénario se concentre principalement sur l'histoire d'amour des deux grandes sœurs de la famille. L'une de ces sœurs est jouée par Judy Garland, et la façon dont la sérénité familiale va être menacée par la perspective d'un déménagement à New York, puisque le père de famille va obtenir un nouveau travail là-bas. L'idée d'adapter ces histoires en film, c'est une idée qui va être portée par le fameux Arthur Freed dont on parlait, donc producteur star de la MGM. Il va acheter les droits dès 1942, comme ça se faisait beaucoup, dès qu'une œuvre a été produite, on achetait les droits pour sécuriser en fait la possibilité de faire une adaptation, et il va progressivement convaincre Louis B. Mayer, donc le patron de la MGM, du potentiel tout simplement commercial de cette adaptation. Parce que Mayer était pas forcément convaincus au tout début, mais bon, malgré tout, ils vont trouver que c'est quelque chose en adéquation avec ce que produisent les studios, et notamment parce que c'est un film qui va porter les thèmes familiaux chers à la MGM. Effectivement, on peut comprendre que cette idée d'adaptation pouvait faire peur à un studio de cinéma, parce que c'est quand même une histoire où il n'y a pas beaucoup d'action, pas beaucoup de conflits, il n'y a pas de méchants. On est vraiment sur un film quotidien, très sentimental. Aujourd'hui, on dirait que c'est un film character-driven, donc porté par les personnages, plutôt que plot-driven, porté par l'intrigue. On n'est pas sur une intrigue absolument fascinante, etc. C'est vraiment des petits moments du quotidien des personnages. Et d'ailleurs, pour adapter donc cette histoire de Sally Benson, les scénaristes se sont succédés. Il y a eu plusieurs scénaristes qui sont arrachés les cheveux jusqu'à la version finale, donc écrite par Irving Bradshaw et Fred Finkelhoff, à laquelle aussi Minnelli a contribué. Alors, en ce qui concerne la musique, on va avoir un mélange de chansons américaines traditionnelles du début du siècle, donc de l'époque où se déroule le film, comme la chanson titre Meet Me in St. Louis ou encore Skip to My Lou, et de chansons écrites pour le film, et écrites particulièrement par le duo Hugh Martin et Ralph Blaine. Parmi les plus connus, on a The Boy Next Door, The Trolley Song et Have Yourself a Merry Little Christmas, qui est devenu un classique de Noël. Oui, juste sur cette histoire de chanson américaine traditionnelle, je tiens à signaler qu'on peut entendre régulièrement Skip to My Lou dans Main Street USA à Disneyland Paris. Ah oui. J'avais été très, très étonnée en fait les premières fois où j'avais été à Disneyland, enfin pas les premières fois évidemment parce que j'y étais depuis ma plus tendre enfance, mais après avoir vu le film, de reconnaître cette chanson en mode mais
C'est une chanson de Meet Me in St. Louis, qu'est-ce que ça fait là? Ben non, évidemment, c'est une chanson du grand répertoire populaire américain. Moi, je la connaissais aussi parce que quand je faisais de la guitare, quand j'étais ado, notre prof nous avait donné cette petite mélodie dans les trucs très simples à jouer. Ah, c'est rigolo. On a fait Skip to My Lou. Voilà. Bon, là, je fais un peu banjo, mais je vois l'idée de ce que ça fait donner à la guitare. C'est ça. Alors, quelques mots du réalisateur. Vincente Minnelli, il fait partie de tous ces talents, comme on dit, issus de la scène et qui vont être spécifiquement recrutés par Arthur Freed au moment où il va constituer son unité de production, donc à partir du tout début des années 40. Minnelli, c'est quelqu'un qui a été baigné dans le spectacle depuis sa plus tendre enfance. Il a passé son enfance dans le circuit vaudeville, puis va ensuite se former au Chicago Art Institute et devenir assistant photographe, tout d'abord, auprès d'un photographe spécialisé dans le théâtre. Il va ensuite travailler comme étalagiste pour Marshall Fields, puis metteur en scène et décorateur pour la chaîne de théâtre Balaban et Katz, toujours à Chicago. Au début des années 30, il part à New York et va y travailler comme dessinateur de costumes et décorateur sur plusieurs spectacles de Broadway. Ah, c'est intéressant. Ça se voit dans ses films après qu'il a ce début de costumier et de décorateur. Il a vraiment une formation par le costume, en fait, c'est rigolo. Par la suite, en 1937, il est embauché par la Paramount, mais c'est une expérience assez peu concluante, et du coup, il retourne à New York, mais il est à nouveau rappelé par Hollywood, cette fois-ci par Arthur Freed, et cette fois, c'est la bonne, à la MGM. Et oui, et à la MGM, il va y rester pendant longtemps. Il a vraiment une spectaculaire longévité au sein de ce studio. Il va y rester plus de 20 ans, de 1940 à 1963, donc ça correspond vraiment aux 2 dernières décennies de splendeur du studio. Il va y tourner ses 30 premiers films, sur 34 films au total, donc on peut dire qu'il a fait la quasi-totalité de sa carrière là-bas. Et du coup, le style Minnelli est vraiment indissociable de la personnalité d'Arthur Freed et de l'atmosphère de la MGM de l'époque, quoi. Oui, parce que si Freed n'était pas venu le rechercher, il serait sans doute resté à Broadway, parce que Paramount n'avait pas su le convaincre sur la possibilité pour lui de s'épanouir dans un travail au sein d'un studio. C'est vraiment la Metro-Goldwyn-Mayer qui lui a permis de trouver cet environnement créateur et perfectionniste dont il avait besoin. Entre 40 et 42, il va découvrir tous les rouages de la Freed Unit et va travailler dans divers départements de la MGM et participer à plusieurs films sans être crédité au début. J'aime beaucoup dans son autobiographie ce chapitre, donc dans la version française, c'est intitulé « Contremaître à l'usine ». Et ça montre vraiment cette idée du studio, tu rentres et tu gravis les échelons petit à petit. Et pendant cette période, il va notamment conseiller Busby Berkeley sur la mise en scène de certains numéros, notamment la séquence de l'orchestre de fruits dans Strike Up the Band. Il va aussi participer à la lecture de scénarios, à la préparation des films, et c'est d'ailleurs aussi à cette occasion qu'il rencontre pour la première fois Judy Garland sur les films de Busby Berkeley qu'elle tourne avec Mickey Rooney. Et il a pas réalisé quelques séquences de certains films C'est Babes in Arms ou Babes on Broadway, je sais jamais. On vérifiera. Mais il me semble qu'il a réalisé ces séquences comme ça arrivait. Souvent, on testait des réalisateurs sur certaines séquences au milieu de films. Son premier film, donc il va réaliser en entier, c'est Cabin in the Sky, donc la deuxième comédie musicale cinématographique dont la distribution est entièrement composée d'interprètes afro-américains. Et c'est un grand succès, critique et public. Ça conforte le studio dans une décision de lui donner de plus en plus de projets. Il va faire ensuite I Do It en 1943 avec Leonard Powell et Red Skelton. Et ensuite, donc, Meet Me in St. Louis, son 3e film et son examen de passage définitif à la MGM. C'est aussi, bien évidemment, ce film, sa grande rencontre avec Judy Garland, qu'il épouse en 1945, donc l'année suivante, et ils auront Liza Minnelli en 1947. Il tourne avec elle Le Pirate en 1948 avec Gene Kelly. Et elle va aussi faire avec lui le film non musical The Clock en 1945, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai parlé un petit peu dans notre table ronde sur Judy Garland, qu'on a fait il y a déjà quelques années. Et à laquelle vous pouvez évidemment vous reporter. Après Meet Me in St. Louis, Minnelli va réaliser 11 autres comédies musicales à la MGM pendant les années 40 et 50, dont notamment Yolanda et le voleur en 1946, Un Américain à Paris en 1951. Là encore, référez-vous à notre épisode. Exactement. Tous en scène en 1953, Brigade 2 en 1954, Gigi en 1958, pour lequel il obtient l'Oscar de la mise en scène. Finalement, après toutes ces années, ça y est, enfin il a l'Oscar. Gigi, c'est pas non plus... Oui, c'est pas son meilleur. Évidemment, j'ai adoré ce film, mais ma funeste rencontre avec les Sicarons. Tout annulé. Il y a les Sicarons et il y a Creepy Maurice Chevalier aussi.
Oh oui, faudrait quand même qu'on fasse un truc sur Gigi un jour. Oui, je pense. Voir tout un épisode sur Thanksgiving for Little Girls. On vous mettra un lien pour que vous voyez de quoi on parle. Mais il a aussi exploré d'autres genres, surtout à partir des années 50, et du coup, à partir du moment où la comédie musicale commence à décliner doucement mais sûrement, on va dire. Donc il a réalisé des comédies, Le père de la mariée en 50, et la suite de ce film Allons donc papa en 51, Il faut marier papa en 63, on voit les thématiques communes. Oui. Des films aussi sur Hollywood, Les Ensorcelés en 52, 15 jours ailleurs, et un certain nombre de mélodrames. La vie passionnée de Vincent Van Gogh en 56, Thé et sympathie en 56 également, Comme un torrent en 58, Celui par qui le scandale arrive en 60. Autant de genres où son lyrisme va trouver à s'exprimer, et on trouve aussi d'ailleurs des proximités dans la façon de se filmer entre certains de ses mélodrames et certains de ses comédies musicales. Je pense par exemple à la séquence finale de course-poursuite dans une fête foraine Comme un torrent, qui est vraiment filmé, on va dire, comme presque un numéro musical, ou une forte dimension onirique, un jeu sur les lumières, la couleur. Voilà, c'est pas une séquence musicale, mais ça pourrait s'en rapprocher. Et on vous invite vraiment à découvrir les films de Minnelli parce qu'il a fait vraiment de très grands films. Je conseille notamment Thé et sympathie, que je trouve absolument sublime et très intéressant, et dans des thématiques étonnantes pour l'époque, je trouve aussi. Et il va avoir une carrière assez longue, il va tourner jusqu'au milieu des années 70 et décède en 86. Concentrons-nous maintenant sur Meet Me in St. Louis, et du coup, qu'est-ce que représente ce film au sein de la carrière de Minnelli ? Alors, Meet Me in St. Louis, c'est un de ses plus grands succès commerciaux. C'est un film qui va coûter seulement 1,7 million de dollars et en rapporter 7,6. Oui, c'est le deuxième plus gros succès cinématographique de l'année 44, derrière un autre film musical qui est Going My Way de Léo McCarey avec Bing Crosby. On mesure pas l'importance à l'époque des comédies musicales de Bing Crosby quand même. Oui, c'est quelque chose. Hein. c'est tout un truc. Là aussi, peut-être qu'il faudrait un jour faire un épisode sur Bing Crosby. Mais alors, en l'occurrence, Going My Way, je l'ai vu. Ah. Et c'est un film étonnant, assez bien, où Bing Crosby joue un prêtre. Et c'est une histoire musicale, mais au sein de l'église. Enfin, c'est très, très surprenant. Ok. Donc pour en revenir encore une fois à Meet Me in St. Louis, c'est un des films les plus ambitieux et les plus personnels de Minnelli. C'est la première fois qu'il filme en couleur, et donc la première fois qu'il filme en Technicolor, donc le fameux procédé cinématographique qui rend les couleurs, on va dire, flamboyantes. Oui, il va adopter, on va dire, cette flamboyance pour la plupart de ses autres films. C'est un film, Meet Me in St. Louis, qui va aussi lui donner l'occasion de montrer son amour, on va dire, pour les décors, notamment les décors stylisés. Je pense en particulier aux séquences qui vont rythmer le passage des saisons, dans la grande tradition aussi du mélodrame. On va avoir des vues, en fait, de la maison des Smiths, où se déroule donc l'intrigue, à différentes saisons de l'année pour évoquer le temps qui passe. Et à chaque fois, la vue va progressivement s'animer sur la première image du film, quoi. Et concernant les décors, est embauché sur le film le décorateur Lemuel Ayers, qui venait de signer à Broadway les décors d'Oklahoma. Donc c'est là aussi, je trouve, c'est toujours intéressant de voir les allers-retours entre Broadway et Hollywood, et d'autant plus comme Minnelli venait du théâtre, il y accordait aussi, j'imagine, une importance particulière. On voit aussi dans ce film son amour et l'importance qu'il donne aux costumes, des costumes là encore extrêmement flamboyants. Je pense notamment à la scène du bal, où il va prendre soin de juxtaposer deux couleurs complémentaires, le vert et le rouge, dans les robes des deux sœurs Smith, contre l'avis d'ailleurs de la costumière Irene Sharaf. Il savait que en Technicolor ça allait rendre magnifique, alors que voilà, ses collaborateurs pensaient que ça allait jurer. Lui, il a tenu à imposer cette complémentarité des couleurs. On retrouve aussi dans Meet Me in St. Louis son goût pour le rêve, parfois qui va se teinter de cauchemar, sur cette thématique du rêve. Je pense notamment à la scène d'Halloween, où on reviendra peut-être sur cette scène un peu plus tard, mais on a une forte dimension onirique à ce moment-là. Et je voulais simplement dire que la carrière de Minnelli va être aussi assez symptomatique de la carrière de nombreux réalisateurs de l'âge d'or hollywoodien au sein des studios, parce qu'aujourd'hui, évidemment, Minnelli, d'autant plus en France, c'est considéré comme un auteur au sens où il est le créateur de ses films et a son style bien à lui, une patte reconnaissable. Mais en réalité, c'est aussi un réalisateur qui s'est souvent contenté d'accepter des productions choisies pour lui par des producteurs, sans qu'on ait vraiment l'impression
l'impression qu'il se soit battu pour imposer un sujet aux dirigeants de la MGM. Mais malgré tout, il a réussi à imposer son style. Donc je trouve ça aussi assez intéressant de le souligner. Donc on a parlé de Minnelli, mais Meet St. Louis, c'est aussi un film qui est très important pour la carrière de Judy Garland. Tout d'abord parce qu'au début, elle voulait absolument pas faire ce film. Elle en avait marre de jouer encore un rôle de jeune fille. Le personnage d'Esther lui semblait être un personnage un peu niais, voilà, qui ne faisait que reconduire cette image enfantine dont elle voulait se défaire après la série des Backyard Musicals qu'elle avait fait avec Mickey Rooney. Finalement, elle sera convaincue par Minnelli d'accepter le rôle. Oui, Minnelli qui de fait lui propose quand même carrément autre chose que ce qu'elle a fait auparavant. Même si c'est aussi un personnage d'adolescente, elle est quand même moins juvénile que dans ses comédies avec Mickey Rooney ou que dans Le Magicien d'Oz d'ailleurs. Elle change vraiment de style en fait à ce moment-là. Elle devient, même si elle joue quand même une ado, elle a un style beaucoup plus adulte, même dans la coiffure, le maquillage. D'ailleurs, Minnelli a demandé à ce que la maquilleuse Dottie Pondell s'occupe de Judy. D'ailleurs, Dottie Pondell, c'est une des premières femmes à avoir été chef maquilleuse. Avant, c'était des hommes, comme quoi les métiers qu'on imagine féminins, masculins, en fait, c'est fou, hein. Ça change au cours de l'histoire. Et donc, Dottie Pondell, elle donne à Judy un nouveau look qui change de son style ado, et du coup, Judy est complètement convaincue par ça, et elle demandera ensuite sur tous ses autres films à ce que ce soit cette maquilleuse qui s'occupe d'elle. C'est vraiment ce rôle d'Esther, un rôle qui l'a fait grandir. C'est un rôle beaucoup moins niais qu'il y paraît à première vue, parce qu'elle va savoir, évidemment, Judy, insuffler à son personnage une certaine ironie assez subtile, notamment à propos des normes de comportement dictées aux jeunes filles au début du siècle. Ouais, elle est assez... ça m'a étonnée en revoyant le film, je me souvenais pas très bien, et en fait, elle est assez entreprenante, elle est assez malicieuse aussi, comme tu dis, cette ironie subtile, je suis d'accord avec toi. Notamment la très belle scène après la fête où elle demande donc à son love interest de l'accompagner dans la maison pour éteindre les lumières. C'est très elle flirte avec lui, mais c'est très subtil, ouais. Et aussi c'est elle qui va lui chanter une sérénade, c'est la chanson Over the Banister, et c'est lui à ce moment-là qui limite, qui devient timide et qui fuit parce qu'elle est, même si elle est pas du tout, c'est pas Betty Garrett dans On the Town, mais elle lui fait un peu une sérénade, quoi. Enfin, c'est assez touchant et assez étonnant, je trouve. Et moi j'aime bien aussi la scène entre les deux sœurs au moment où elles se préparent avant d'aller pour le bal. On les voit enfiler leur corset, et Judy elle est en mode non mais pourquoi on fait ça, c'est affreux. Oui, elle galère trop avec le corset, elle dit c'est horrible ce truc. Plus généralement, ses capacités d'actrice vont être admirablement mises en valeur par Minnelli dans la façon dont elle est filmée. On y reviendra, il va réussir à appuyer les qualités, on va dire, spécifiques de Judy Garland, notamment dans la manière dont elle chante. On a parlé de Judy, mais il y a aussi d'autres gens autour d'elle, accessoirement. Accessoirement, il y a d'autres acteurs et actrices dans ce film. Alors tout d'abord, Lucille Brimmer, qui joue donc la grande sœur de Judy Garland. C'est une actrice à l'origine de Broadway, qui a été repérée par Freed, et c'est son premier rôle au cinéma. On la retrouve ensuite dans d'autres films de Minnelli, Yolanda et le voleur, où elle joue le rôle principal avec Fred Astaire, Ziegfeld Follies, puis ensuite on la voit dans Till the Clouds Roll By en 1946. Et ensuite, étrangement, la MGM semble se désintéresser d'elle, c'est des éternels goujats, j'ai envie de dire, la MGM, et elle a arrêté rapidement sa carrière d'actrice en 1948, donc c'est étonnant, après elle a fait autre chose de sa vie, quoi. Mais en tout cas, elle a fait quelques films marquants à la MGM. Le rôle de la petite sœur, Tootie, est joué par Margaret O'Brien, donc une enfant star de la MGM, en fait, qui était vraiment aussi l'autre très très grande star du film, a été tellement populaire à l'époque que parfois elle faisait de l'ombre à Judy Garland, ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'est le cas. Et d'ailleurs, on les voit souvent toutes les deux sur les photos promotionnelles plutôt qu'avec le lead masculin. Donc c'est vraiment ces deux actrices, les deux grandes stars du film. Margaret O'Brien a joué dans plusieurs comédies musicales à cette époque. Elle en a joué par exemple dans une aux côtés de Sid Charisse, mais ne poursuivra pas, il me semble, une carrière très, très longtemps après. Donc ça fait partie de ces nombreux enfants stars qui poursuivent pas au-delà. Dans le rôle de l'amoureux de Judy, on a Tom Drake, qui était en contrat à la MGM depuis peu. Il avait eu des petits rôles, comme dans la comédie musicale Two Girls and a Sailor, de Richard Thorpe. Mais c'est son premier film, on va dire, notable. En 1948, il va jouer le rôle de Richard Rodgers dans la biographie musicale Words and Music. J'avais un souvenir un petit peu falot du rôle, encore une fois, je me souvenais pas très bien. Et en fait, je trouve qu'il est assez charmant. J'ai plutôt, à la revoyure, bien aimé sa dynamique avec Judy Garland. Le rôle du père est joué par Léon Ames.
qui a également un second rôle dans Le Facteur sonne toujours deux fois en 46, et il va jouer à plusieurs fois, Oui. à plusieurs reprises, des rôles de père de famille nombreuses, dans Little Women en 49, dans On Moonlight Bay en 51, et dans sa suite, By the Light of the Silvery Moon en 53. Et j'aime beaucoup l'idée qu'il joue aussi le père dans ces deux films, On Moonlight Bay et sa suite, qui sont des copies conformes Warner, enfin c'est vraiment presque des plagiats Warner de Meet Me in St. Louis, avec oui. Doris Day à la place de Judy Garland. Dans le rôle de la mère, on a Mary Astor, qui était une actrice de cinéma déjà très expérimentée. Elle avait commencé sa carrière pendant le cinéma muet. On la voit notamment dans Le Faucon Maltais en 41. Et elle va jouer à nouveau la femme de Leon Ames dans Little Women, donc c'est Les 4 filles de Dr. March, la version de 49, dans laquelle également Margaret O'Brien jouait une de leurs filles. Il y a vraiment un côté où on veut pas changer les formules qui gagnent. Oui, c'est clair. Et dans le rôle de la bonne, donc qui travaille pour la famille Smith, on a Marjorie Main, qui est une character actress, comme on dit, donc habituée au second rôle de cuisinière, gouvernante ou encore grande bourgeoise, qui va être toujours caractérisée par son franc-parler. On la voit dans plein de comédies musicales MGM, que ce soit The Harvard Girl ou Summer Stock, les deux avec Judy Garland, ou encore dans The Belle of New York avec Vera Ellen et Fred Astaire. On peut aussi noter qu'elle joue également la mère de Barbara Stanwyck dans Stella Dallas. Elle a un tout petit rôle totalement à contre-emploi, donc de femme prolétaire écrasée par son mari violent. Mais j'étais assez étonnée finalement de la retrouver dans ce rôle. Mais elle est là, film de 1937. Enfin, Meet Me in St. Louis, c'est aussi un film important dans l'histoire de la comédie musicale, parce qu'on va dire que il scelle vraiment les débuts de cette comédie musicale intégrée classique. On n'est pas dans une histoire prétexte à quelques grands numéros musicaux, mais vraiment un film intimiste dont la musique et la danse font partie intégrante. Et encore une fois, pour pointer ces résonances entre Broadway et Hollywood, en fait, à la même période, juste avant, en fait, en 43, une révolution similaire a eu lieu à Broadway avec Oklahoma, qui est le premier musical du duo Rodgers et Hammerstein, et qui va pousser très loin la recherche justement d'intégration. C'est-à-dire que les numéros chantés et dansés vont faire avancer l'intrigue et développer les personnages plus qu'avant en réalité. Donc là, on est vraiment sur un espèce de shift dans la conception de la comédie musicale, la manière dont on les crée, dont la musique raconte une histoire, etc. Et je voulais noter au passage que le chorégraphe de Meet Me in St. Louis, c'est Charles Walters, qui deviendra plus tard réalisateur à la MGM, et un réalisateur qu'on aime beaucoup également, qui a notamment fait Easter Parade. Vous pouvez vous reporter à l'épisode qu'on a consacré à ce superbe film, avec Judy Garland, encore elle. Alors, je voulais aussi vous parler de quelques numéros et séquences marquantes de ce film. Alors tout d'abord, la séquence d'ouverture, bien sûr, sur la chanson titre, donc Meet Me in St. Louis. Cette chanson a été écrite en 1904 pour célébrer la ville de St. Louis à l'occasion de l'exposition universelle qui allait arriver dans la ville. Cette séquence d'ouverture, elle pose d'emblée les enjeux du film. Elle emploie une technique dont on a, je pense, déjà parlé, celle de la past lang sang, donc la chanson relais. La chanson qu'on se passe, c'est un terme qu'a introduit Jane Foyer dans son célèbre ouvrage sur la comédie musicale hollywoodienne. Jane Foyer pointe comment dans la past lang sang on a un dérivé proprement cinématographique, puisque lié à un effet de montage, des formes populaires anciennes telles que le sing-along et plus généralement de tous les rites sociaux qui traduisent leur caractère communautaire par le fait de chanter ensemble. En se passant la chanson sous forme de relais, on célèbre le bonheur tout simplement d'être ensemble. Et en plus, je pense que c'est très bien adapté à cette chanson Meet Me in St. Louis. D'ailleurs, je crois que cette chanson est chantée genre dans les stades par les supporters de l'équipe de St. Louis, donc c'est parfaitement logique d'avoir utilisé cette chanson pour ce numéro, quoi. Ça paraîtrait tout à fait à propos de la part des supporters de St. Louis. Oui. Et donc cette scène dans le film, elle s'ouvre donc sur la photo de la maison qui va s'animer progressivement, et la chanson titre va donc être chantée successivement par différents membres de la famille qui chacun vaquent à leur occupation en circulant au sein de la maison. Donc on a d'abord la petite Agnès qui va entonner la chanson en montant à l'étage, le grand-père va prendre le relais alors qu'il est dans sa salle de bain, puis passe dans sa chambre, et ensuite c'est Judy Garland qui va la chanter depuis l'extérieur où elle arrive avec un groupe d'amis. Donc on a vraiment une circulation et de l'énergie tout simplement au sein de la maison.
Et le jeu sur les espaces et les déplacements des personnages sert aussi bien à représenter cette cohésion familiale qu'à diffuser donc l'esprit de l'entertainment dans toute la maison. Ce numéro introductif va poser d'emblée les termes du film. L'enjeu sera de préserver justement au sein du foyer cette solidarité familiale, et c'est pas un hasard évidemment si la chanson qui va sceller l'unité familiale célèbre également Saint Louis, en liant donc la solidarité familiale et l'enracinement géographique. Et d'autant plus qu'elle est reprise après dans un joli moment, en duo entre les deux sœurs au piano. Je trouve ce moment très, très chouette, un truc de complicité. Et c'est assez intéressant aussi narrativement, puisque ce moment de complicité est interrompu par l'arrivée du père qui rentre à la maison un peu de mauvaise humeur. Et donc ça annonce que le père va bouleverser l'équilibre familial quand il va annoncer un peu plus tard dans le film qu'ils doivent déménager à New York. Ouais, va menacer tout simplement ce bonheur lié à Saint Louis, quoi. Exactement. Une autre chanson dont on voulait parler, on va dire un autre classique d'entre les classiques des numéros de Judy Garland, c'est The Boy Next Door, donc la chanson pendant laquelle Esther exprime son désir caché pour John, donc le mec d'à côté, littéralement, le voisin, quoi. Et elle exprime son impression d'être invisible et évidemment la crainte que cet amour ne soit pas partagé. C'est une ballade très lente, très mélancolique, qui, selon Thomas Ishak, emprunte le tempo de la valse sans avoir le caractère prévisible des ballades de type valse. Parce qu'en effet, c'est une chanson qui va désarçonner notamment par son couplet, inhabituellement long et répétitif, parce qu'on a 24 fois la même note sur la phrase qui énonce les adresses des deux jeunes amoureux. Oui, j'adore. Though I live at 5133 Kingston Avenue, and he lives at 5133. C'est très très bien. On a vraiment une alternance entre ce rythme saccadé du couplet et l'ampleur du refrain. Au contraire, on va avoir les violons qui vont être à fond. Et ça participe vraiment à cette mélancolie un peu étrange qui va se dégager de la chanson. Mélancolie qui va bien sûr être confortée par l'interprétation de Judy Garland. Très en retenue, on voit qu'elle a les yeux dans le vague, au ciel, à terre, légèrement embuée. Elle sourit peu, elle a des gestes vraiment très lents, très mesurés. Et ça va être redoublé, cette mélancolie, par le caractère très intimiste dont elle va être filmée. Et Minnelli va ici mettre l'accent sur les qualités dramatiques de Garland et sur son intensité émotionnelle, cette fameuse intensité émotionnelle qui la caractérise selon Richard Dyer. On peut parler ici à la fois d'un effet d'encadrement, puisqu'elle va être suivie par la caméra dans tous ses déplacements, le plus souvent en plan moyen, et elle va être montrée dans une cage d'escalier, dans un miroir, dans l'encadrement d'une fenêtre. On a donc une sorte de resserrement, tout simplement, du périmètre sur l'actrice qui va conduire à mettre l'accent sur les parties les plus expressives de son corps, ses yeux, sa bouche, et donc mettre en exergue sa capacité à émouvoir. On voit notamment vraiment bien le tremblement des lèvres quand elle chante, avec notamment le vibrato, toujours ce fameux truc que Judy Garland chantait par-dessus le playback à l'écran pour qu'on voit vraiment physiquement, tout simplement, qu'elle chante. On a aussi dans cette séquence un jeu sur le point de vue, puisque pendant toute une partie de la séquence, Judy Garland va être filmée depuis l'extérieur de la maison, et donc on va, en spectateur, spectatrice, tout simplement endosser la position du boy next door. La complainte d'Esther va donc s'adresser à nous. Autre numéro qu'on voulait mentionner, c'est donc Skip to My Lou, on a déjà parlé de la chanson tout à l'heure. Donc c'est un moment qui est chanté et dansé par les deux sœurs et aussi le frère plus âgé, qui est un personnage assez effacé dans le film, mais qui a quelques... oui, oublié son existence. Oui. Il y a un frère, et après il y a 4 sœurs plus jeunes que lui. Donc il chante lors d'une fête chez les Smiths, vraiment une séquence très très sympa. Donc Skip to My Lou, c'est une chanson traditionnelle états-unienne qui date des années 1840, qui est ici réarrangée par Martin et Blaine, avec aussi mélangée avec c'est une espèce de mash-up avec d'autres chansons traditionnelles comme Yankee Doodle Dandy, c'est un truc assez connu là. Et donc on va voir les personnages qui vont c'est un numéro musical, mais c'est presque juste on nous montre des personnages qui dansent pour de vrai dans une soirée, quoi. Et donc il va y avoir des danses traditionnelles, ils se mettent en ligne, etc. Ils font
des espèces de haies où ils passent sous les bras les uns des autres, enfin, des trucs classiques de danse collective, quoi. En voyant ça, je me suis dit, tiens, s'il y avait vraiment peut-être presque une valeur de document sur quoi dansaient, je sais pas, les jeunes au début du XXe siècle, quoi, et comment ça se passait dans les fêtes. Il y a aussi l'épisode du carnet de bal, donc dans le bal qui se déroule plutôt vers la fin, là, où les filles ont chacune une liste de garçons avec lesquels elles vont danser. Enfin, je trouvais ça rigolo que le film montre dans sa dimension chronique et tout. Du coup, il peut se concentrer sur des choses, comment ça se passait, d'être un ado à l'époque, comment on faisait la teuf, quoi, tout simplement. Donc, je trouve que dans Skip to My Lou, c'est plutôt bien représenté aussi, ouais. Avec aussi, au sein de cette fête, des moments donc, où on les voit danser en tant que danse sociale, on va dire que les personnages dansent pour le plaisir de danser entre eux, et des moments où, au sein de cette fête, certains personnages vont se mettre à faire un spectacle pour d'autres personnages, comme c'est le cas de l'autre chanson dont tu voulais parler, Under the Bamboo Tree. Ah oui, complètement. Donc Under the Bamboo Tree, c'est une chanson qui date de 1902, qui a été écrite par Robert Cole, J. Rosamond Johnson et James Weldon Johnson. C'est des auteurs afro-américains. Et c'est une chanson qui a eu un très grand succès à l'époque, enfin en 1902, suite à son apparition dans une comédie musicale qui s'appelait Sally in Our Alley. Et donc comme tu le disais, dans Meet Me in St. Louis, ça va être une sorte de spectacle privé, quoi, de Esther avec la petite sœur Tootie, donc Margaret O'Brien, qui chante ça devant les invités de la fête. C'est assez simple, elles font des gestes chorégraphiques très très simples, on imagine que c'est un truc qu'elles ont répété toutes les deux, enfin c'est plutôt mignon, quoi, comme moment. Là encore, ça montre bien la complicité des deux sœurs, je trouve. Et moi, j'ai toujours trouvé justement ce moment, malgré tout, un peu étrange, où t'as quand même l'impression qu'à un moment donné, il faut mettre plus en avant les deux stars du film, et du coup, elles vont faire un truc toutes les deux, un peu out of nowhere quand même. Oui, un peu out of nowhere, oui, c'est un prétexte, c'est sûr. Et du coup, ça m'a interrogée, parce qu'avant le numéro, elles disent qu'elles vont faire ce numéro, non ? Et elles annoncent qu'elles vont faire un cakewalk, alors je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, il s'agit de danses comiques qui ont été inventées au milieu du 19e siècle par les esclaves noirs aux États-Unis, et qui s'est popularisé ensuite dans tout le pays, jusque dans les années 1900, etc. Et ça consistait à faire des mouvements et des poses un peu guindées, très exagérées, et apparemment, ça viendrait de l'idée de se moquer des attitudes des maîtres blancs, de la part des esclaves, donc. Et là encore, je me suis dit, tiens, c'est intéressant que le film montre l'influence de la culture afro-américaine sur ces personnages dans une ville moyenne états-unienne, tu vois, enfin, ça pourrait être étonnant. Et en fait, ouais, c'est une chanson qui avait un énorme succès à cette époque, donc on se dit que les enfants et les ados de l'époque, ils connaissaient et ils faisaient des chorés dessus, quoi. Enfin, je trouve ça intéressant aussi. Autre classique de Judy Garland dont vous voulez dire quelques mots, la chanson The Trolley Song. Oui, alors sur l'histoire de la chanson, il y avait donc une scène dans le scénario avec cette histoire de trolley, mais les auteurs des chansons, donc Blaine et Martin, savaient pas trop quoi en faire. Ils ont écrit une première chanson qui ne convenait pas à Freed, et donc Blaine se rend dans une bibliothèque pour faire des recherches, et il trouve une photo d'un vieux tramway de Saint-Louis, donc, avec la légende « Clang, 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 when the trolley ». Et donc, c'est la première phrase de la chanson, il a trouvé l'inspiration grâce à ce truc de clang, 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 et effectivement, ce qui est assez malin dans l'écriture de la chanson, c'est ce clang, 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 when the trolley, ding, 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 etc. Et après, zing, 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 went my heart, donc il y a parallèle entre la cloche du tramway et le cœur du personnage féminin qui s'emballe, quoi. D'ailleurs, c'est dans le numéro, dans le film, la clochette du trolley qui lance le numéro musical, il y a un truc d'intégration très très bien fait, où on entend ding ding ding, et c'est ça qui permet la transition vers la musique. Enfin, c'est vraiment très, très astucieux et très bien fait. Et par ailleurs, visuellement, le numéro est très très beau, avec Judy dans sa veste noire et blanche qui se détache par rapport aux gens autour d'elle, donc le trolley est absolument bondé. Et t'as plein de nanas autour d'elle en costume coloré, et tout le monde l'écoute avec passion ce qu'elle raconte, donc sa rencontre amoureuse. Et ils reprennent même en chœur ce qu'elle vient de chanter. Il y a ce moment trop charmant où les autres personnages reprennent ce qu'elle vient de dire et elle bat des bras comme une chef d'orchestre. C'est vraiment très 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 mignon, quoi. Et donc voilà, comme tu disais, c'est une chanson qui a une postérité assez importante, qui a été notamment nommée pour l'Oscar de la meilleure chanson et qui a ensuite été chantée très souvent par Judy en concert. Et c'est une chanson qui va être aussi reprise dans Glee, dans un des moments les plus what the fuck de la série. On dit souvent ça, donc c'est qu'il y a quand même beaucoup des moments what the fuck.
Elle est chantée en fait par Jane Lynch et Carol Channing, donc par les personnages de Sue Sylvester et de sa mère. Et donc la motivation de l'intégration de cette chanson dans la diégèse, c'est que les parents de Sue se seraient rencontrés à bord d'un trolley et du coup elles se mettent à chanter ce trolley song. Enfin, ça n'a aucun sens évidemment, c'est Glee. Des fois on sent qu'ils sont pas allés chercher très loin la justification des numéros musicaux. Et donc chanson ultra célèbre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, Have Yourself a Merry Little Christmas. Donc c'est un solo de Judy qui chante tristement à sa petite sœur à un moment où tout le monde va mal dans la famille à ce moment-là. Très beau numéro, très simple aussi, à la fenêtre, vraiment très très bien filmé avec une lumière qui met en valeur Judy Garland, son visage mélancolique, c'est très beau. Anecdote sur la chanson également, je crois qu'on avait parlé dans notre épisode sur les comédies musicales de Noël, les paroles déjà tristes de la chanson étaient encore plus sinistres à la base, et apparemment Judy Garland, Minelli et Tom Drake étaient tous les trois d'accord pour dire que c'était vraiment trop déprimant, parce que il y a une phrase qui disait « Have yourself a merry little Christmas, it may be your last », c'est peut-être ton dernier. « Next year we may all be living in the past », donc l'année prochaine on vivra tous dans le passé, donc c'était vraiment... très déprimant, et c'est devenu Let your heart be light, next year all our troubles will be out of sight. Donc que ton cœur soit léger, l'année prochaine nos soucis seront partis, quoi. Beaucoup plus, quand même plus d'espoir, on va dire. Parce que voilà, c'est une chanson mélancolique, mais bon, l'idée c'était quand même que la joie va revenir, on va dire. Et donc c'est une chanson ultra célèbre, bien sûr, qui a été reprise de nombreuses fois, et notamment par Sinatra en 57, qui demande à Hugh Martin, donc le parolier, de changer encore certains passages pour que ce soit encore plus joyeux, puisque, en fait, c'est drôle, il a enregistré la chanson pour un album qui s'intitulait A Jolly Christmas, et donc il a écrit à Hugh Martin en lui disant « Tu peux pas me rendre ça un peu plus jolly ?» parce que... Et donc il a encore rendu la chanson encore plus positive. Et je crois que Judy, après, a rechanté cette version-là, positive. Ouais. Donc c'est rigolo, les changements de la chanson au fur et à mesure. Et c'est aussi une chanson qui va être reprise dans Glee en tant que classique de Noël lors d'un épisode spécial Noël, et sous la forme justement d'une passe-langue sang entre la chorale sur la scène du lycée, d'autres élèves qui sont au restaurant dans la ville de Lima, et d'autres encore qui sont partis à New York. Donc on a encore cette idée de communier tous ensemble autour de l'esprit de Noël à travers une chanson chantée sous la forme d'un relais dans 3 lieux géographiques différents. Alors je voulais noter quelque chose que j'ai appris en faisant des recherches, une chanson coupée qui s'appelait Boys and Girls Like You and Me, qui a été écrite pour le coup pas par Hugh Martin et Ralph Blaine, mais par Rodgers et Hammerstein, qui commençaient à écrire ensemble à cette époque, et qui avaient écrit cette chanson à l'origine pour Oklahoma, donc il y a encore un lien avec Oklahoma, c'est rigolo, mais qui avait été coupé pour Oklahoma, et du coup, je sais pas comment, il avait refourgué à Arthur Freed, quoi. Et du coup, anecdote rigolote, Hammerstein... apprenant que peut-être la chanson va être coupée, écrit un télégramme à Freed en juillet 44. Il lui dit « Boys and girls chassés de Saint-Louis, me dit-on. Confirmé ou démenté. Ne veux pas me jeter dans l'East River sur une simple rumeur. » Et donc, Freed répond « Regrette suppression Boys and girls, mais Judy la chantera dans le prochain film. Nous adorons la chanson et la malchance a voulu que toute la séquence dont elle faisait partie a été coupée après essai pour cause de longueur. Ne pas vous jeter dans l'East River. » Donc je trouve c'est rigolo, c'est intéressant. Je crois qu'on peut entendre Boys and Girls Like You and Me. Par contre, du coup, la séquence, encore une fois, c'est une nombreuse séquence qui a disparu, quoi. Et je voulais compléter parce que quand tu m'as parlé de cette anecdote, je me suis rendu compte en fait que j'avais moi-même aussi été ouvrir ces fameuses boîtes en fait, et j'ai les mêmes notes sur mon ordinateur que ce que tu cites. Et juste pour avoir la fin de l'histoire, non seulement il lui dit de pas se jeter dans l'East River, mais aussi après il y a des échanges au sein de la MGM sur le fait de faire un waiver, je pense quelque chose comme un avenant au contrat, parce que ils ont peur d'être attaqués en fait, parce qu'il était conclu qu'ils allaient utiliser ce numéro, et du coup il y a 2-3 échanges de nature juridique sur le fait, bah oui, on n'a pas utilisé le numéro, il faut que pour éviter des problèmes dans le futur, on modifie tout simplement ce qui était convenu avec les compositeurs, dont il semblait donc avoir un petit peu peur des représailles, et pas simplement de se jeter dans l'East River, quoi. Bah, Rodgers et Hammerstein, ça faisait pas longtemps qu'ils travaillaient ensemble, mais les deux étaient déjà très puissants. Rodgers avait travaillé avec Lawrence Hart,
Hammerstein, il avait fait Showboat, il a fait plein de trucs, donc je pense qu'ils étaient quand même déjà bien installés, ils défendaient pas mal leurs droits, j'imagine. Ça montre aussi comment, des fois, on se dit « Ah, tiens, ils vont intégrer tel numéro musical à tel moment de l'intrigue. » En fait, peut-être que des fois, c'est juste qu'ils avaient des obligations contractuelles de mettre telle ou telle chanson, et après, nous, on se torture la tête en disant « Ah oui, ils ont voulu faire ça et tout ça. » Non, les gars, c'est qu'à un moment donné, il fallait mettre cette chanson, bon bah... Ouais, non, c'est super intéressant, c'est pour ça que c'est toujours bien de parler du contexte de production des films, quoi. Et donc pour finir sur cette chanson Boys and Girls Like You and Me, elle n'a jamais été présente dans un autre film, contrairement à ce que Freed essaie de leur faire avaler. Peut-être parce qu'ils ont fait un fameux waiver. Voilà. Donc voilà, ça n'a jamais eu lieu, mais cette chanson a été repêchée et un petit peu retravaillée par Rodgers et Hammerstein des années plus tard, en 57, pour leur musical Cinderella, mais a été coupée en gros de la plupart des productions de Cinderella. Donc c'est un peu la chanson maudite, quoi, qu'on verra jamais vraiment mise en scène dans toute sa gloire. Quelques mots des valeurs qui vont être portées par ce film. Là, on est vraiment dans un de ces films qui va célébrer l'Amérique des petites villes, du temps jadis. Et bon, évidemment, c'est une thématique qu'on retrouve dans une grande partie des comédies musicales hollywoodiennes classiques. Oui, alors du coup, là, on voulait évoquer la notion de folk musical. Je sais pas si on a jamais trop parlé de ça, la distinction des 3 grands types de comédie musicale selon Rick Allman. On a beaucoup parlé du show musical ou du backstage musical, mais voilà. Un peu moins des 2 autres. Et les 2 autres, bon, on vous en parlera plus tard à l'occasion d'un film Fairy Tale, donc il y a le Fairy Tale. Et le 3e, c'est le folk musical, donc ce sont des comédies musicales qui prennent place dans une Amérique d'autrefois, fantasmée bien évidemment, et qui vont célébrer l'appartenance à un groupe et l'attachement aux racines, à la terre. Là encore, on peut trouver aussi des points communs avec Oklahoma, qui lui aussi se déroule au début du siècle et célèbre la communauté, l'appartenance à un territoire, avec des personnages simples, loin de la sophistication supposée de la vie urbaine. Et la réplique finale de Judy Garland dans le film, au moment de l'inauguration de l'Expo universelle, oh là là, genre c'est merveilleux. Et ce spectacle que nous voyons, enfin je sais pas exactement ce qu'elle dit, mais elle finit par « Right here in St. Louis ». Donc ici où nous vivons à St. Louis, ça fait bien évidemment écho au fameux « No place like home » du Magicien d'Oz. Cette idée qu'on n'est jamais aussi bien que chez soi. L'autre thématique dont on voulait parler, c'est le récit de coming of age, donc de passage à l'âge adulte, ce qu'on appelle le récit initiatique. Je voulais signaler que je trouvais que ça faisait écho avec certains codes du teen movie, qui est un genre qui émerge à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a certains moments, comme on le disait, sur les mœurs adolescentes, qui sont plutôt bien vus. Et notamment la séquence du bal de Noël, dans le fait que le film se moque des nerds qui dansent avec Esther, parce que genre, à la faveur d'une histoire, on va pas trop vous raconter, mais en gros, elle échange son carnet de bal, donc la liste des garçons avec qui elle va danser avec une autre, et du coup, elle se retrouve avec que des nuls. Et elle danse avec des mecs qui sont pas très beaux, qui sont un peu empotés et tout, donc ça fait vraiment film d'ado qui se moque des nerds, enfin je sais pas. Je trouve que c'est assez rigolo et étonnant. Et on va avoir pour chacune des filles de la famille Smith une sorte de rite de passage, chacune a son rythme. Pour Rose, ça va être le mariage, pour le personnage de Judy Garland, l'apprentissage de la séduction. Et pour Tootie, donc la petite dernière, on peut voir la séquence de Halloween, dont on parlait tout à l'heure, comme une métaphore de la fin de l'innocence et de la douceur de l'enfance. Cette séquence d'Halloween, elle est étrange, elle est assez longue, et elle est filmée comme un moment de suspense presque horrifique en fait. Il y a des codes de mise en scène étonnants, c'est la nuit, il y a le vent qui souffle fort, il y a une musique très intense. On a aussi un point de vue presque subjectif de la petite fille, avec la caméra qui se met souvent à sa hauteur, donc on est vraiment avec elle dans ce moment où elle est vraiment angoissée, quoi. Et c'est un moment effectivement où elle affronte ses peurs. Et d'ailleurs, Minnelli a adoré cette séquence et il s'est battu pour la garder dans le film. Et signe que cette séquence est vraiment à part et peut-être détonne en quelque sorte avec le reste du film, c'est une scène qui est parfois coupée dans les versions télévisées de Meet Me in St. Louis. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de longueur ? Mais bon, le film n'est pas très long au total, c'est moins de 2 heures. Est-ce que c'est parce que voilà, c'est une séquence qui... va trop emporter le film vers autre chose, mais c'est assez étonnant, je trouve, que ce soit coupé. Pauvre Minnelli, alors que c'est ce qu'il préférait. Mais ça, on s'en fout. C'est vision artistique, tout ça. Alors, je voulais faire un dernier petit point, parce que un auditeur qui se reconnaîtra
m'a dit c'est sacrilège de pas passer Le Chant du Missouri à Noël. Parce que voilà, il disait que c'était un film de Noël. Alors ça se discute, d'ailleurs on avait parlé dans notre épisode sur les comédies musicales de Noël, donc voilà. C'est vrai que Noël est un des climax émotionnels du film, hein. C'est un moment de grande tristesse pour les personnages, puisque toute la famille sait qu'ils vont devoir partir. Et ensuite c'est le moment de grand bonheur, puisque c'est à Noël que le père change d'avis et décide que la famille va rester à Saint-Louis, de pas prendre ce travail à New York. Mais quand même, je trouve que c'est pas qu'un film de Noël, parce que c'est vraiment quelque chose sur le passage du temps. Ça se déroule sur toute l'année, on a, comme tu le disais, les différentes saisons qui sont marquées. Enfin, c'est vraiment écrit à l'écran, spring, summer, etc. Et donc, c'est quelque chose, sur le passage du temps, quoi. Ça commence en été, ça se termine au printemps, au moment du début de l'exposition universelle qui a donc commencé le 30 avril 1904. Et on va accompagner une famille sur une année et on les regarde changer, un peu ou beaucoup selon les personnages. Et on va les laisser à la fin sur une note optimiste. Donc il y a vraiment comme ça l'idée que sur un an, quelque chose s'est passé dans cette famille. Même s'ils restent sur place, ils ont quand même changé, quoi. Et ce classique d'entre les classiques, Meet Me in St. Louis, a fait l'objet d'autres adaptations, malgré tout. Hein. On les connaît moins, mais on va vous en dire quelques mots. Non, effectivement. Alors, il y a eu un remake télévisé en noir et blanc en 59, d'après le scénario du film, donc, avec Jane Powell dans le rôle d'Esther. Un remake musical ? Oui. Aussi, ok. C'est quand même curieux de se dire que Meet Me in St. Louis, qui semble être avant tout un film assez spectaculaire, hein, voilà, on parlait de l'importance des décors, des costumes, de la couleur, va être jugé en 59 comme un matériau tout à fait approprié pour être télévisé et donc vu sur un petit écran. Après, on pourrait se dire que le côté justement très intimiste du film le fait apparaître à l'époque comme approprié pour la télévision, alors jugé comme le média de l'intime, du domestique. Donc je trouve que c'est assez ambivalent finalement ce choix. Oui, c'est intéressant, en fait, c'est une histoire qui se prête aussi bien aux deux traitements, j'imagine, au traitement flamboyant, minélien, technicolor, etc., qu'au traitement intimiste, noir et blanc de la télé, quoi. Même si, bon, je sais pas du tout ce que vaut cette version télévisée, je l'ai pas trouvée, même des extraits sur YouTube, il y a quasiment rien. Okay. Mais c'est intéressant. Et il y a eu aussi une nouvelle version en 66, qui est pour le coup non musicale. Je pense que c'est aussi symptomatique. En 66, on est déjà à changer d'époque, on fait quasiment plus de comédie musicale, quoi. Et alors, intéressant aussi, il y a eu une adaptation sur scène. Donc d'un film, c'est devenu un show sur scène. C'est plus rare, on va dire, dans ce sens ciné vers le théâtre que l'inverse. Mais ça arrive quand même. Alors, j'ai trouvé qu'apparemment il y avait déjà eu une version scénique jouée en 60 à St. Louis, mais là j'ai pas trouvé plus d'infos. On va dire que l'adaptation la plus célèbre scénique de Meet Me in St. Louis, c'est celle qui ouvre en 89 à Broadway. Il y avait eu, on va dire dans les années précédentes, d'autres adaptations sur scène de classiques de l'âge d'or hollywoodien. On a vu une adaptation de Gigi en 73, une adaptation de 42nd Street en 80 et l'adaptation de Chantons sous la pluie en 83. Et on se disait aussi que c'était étonnant hein, que dans ces années 70 jusqu'à 80, au moment où la comédie musicale a déjà pris un tournant, voilà, évidemment très sombre, beaucoup plus provocateur, hein, comme Cabaret et toutes les comédies musicales de Bob Fosse ensuite, eh bien, à cette époque-là, on va aussi chercher à puiser dans le répertoire hollywoodien classique, et notamment dans ce qu'il a parfois de plus désuet, que ce soit Gigi, Meet Me in St. Louis, bon, c'est un peu moins vrai, évidemment, pour Chantons sous la pluie, qui est plus, on dirait, temporel comme histoire. Mais je trouve ça curieux, en fait, comme choix de corpus, tout simplement, à cette époque-là de l'histoire de la comédie musicale sur scène. Oui, d'ailleurs, c'est pas non plus des énormes succès, ces adaptations. Même l'adaptation de Gigi de 73, je pense pas qu'elle était exceptionnellement... Elle a eu quand même un revival il y a quelques années, donc elle est quand même connue, mais c'est pas non plus des succès incroyables. Non, ça semble... Enfin, pour le coup, ça semble vraiment un choix bizarre. Enfin, oui. Gigi en 73, oui. Rien que ça, bah, toi, je trouve que c'est... Oui, c'est étonnant, ouais. Et Meet Me in St. Louis est resté quelques mois à Broadway, un succès, on va dire, moyen, quand même 4 nominations aux Tony Awards, donc ça, c'est un peu sorti du lot, mais c'est quand même quelque chose qui est pas resté dans les mémoires, hein. Il y avait quand même un livret de Hugh Wheeler qui était, 10 ans auparavant, le librettiste de Sweeney Todd, donc c'est étonnant quand même, c'est pas la même ambiance.
Et donc dans cette version scénique, on avait des chansons supplémentaires et aussi apparemment une dimension plus chorale, avec un focus moindre sur le personnage d'Esther, donc peut-être pour se distinguer aussi du film, pour proposer quelque chose d'un peu différent. Dans le rôle d'Esther, on a justement Donna Kane, dont j'ai pas trop trouvé trace après, donc je pense qu'elle a pas beaucoup fait carrière ensuite. Non, apparemment, mais par contre, il y avait quelques interprètes assez connus, notamment George Hearn, dans le rôle du père. George Hearn, qu'on connaît pour avoir joué notamment dans Sweeney Todd et dans La Cage aux Folles, quelques années auparavant. Et dans le rôle de Katie, la domestique, on avait Betty Garrett. Notre... Voilà, Fanny fait un cœur avec les doigts, voilà. On est trop fan de Betty Garrett, donc vous a déjà parlé d'elle, évidemment, qui est notamment la chauffeuse de taxi dans On the Town. Elle avait 70 ans à l'époque, j'ai pas retrouvé non plus de... Ah ouais, ça donne envie. Ouais, ça j'aurais bien vu, ouais. Donc intéressant de voir quand même, on va dire, la postérité de Meet Me in St. Louis, même si toutes les adaptations n'ont pas été des grandes réussites, mais voilà, c'est quelque chose, c'est quand même... un film ultra célèbre aux États-Unis, voilà. Donc on espère que vous viendrez le découvrir ou le redécouvrir avec nous. Donc ce jeudi, là, tout de suite, là, c'est jeudi 18 mai à 20h, pour une fois, à l'Archipel à Paris. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux et nombreuses à pouvoir venir. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir, c'est un film qui est relativement accessible, oui. Qui est... comme l'indiquait notre auditeur, souvent rediffusé au moment de Noël. Donc au pire, vous pouvez attendre quelques mois et le voir carrément à la télévision. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez, si vous aimez le film, discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode, pour pas mal de nouveaux épisodes. Vous allez voir, le rythme va... On a beaucoup de choses en préparation là. Là, on a des annonces là. Donc pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt. Salut tout le monde.